la question première, est-il nécessaire de déposer des marques ou des brevets? Pour y répondre, donc, nous avons deux experts. Nous avons Alain Rhein, qui est directeur du cabinet Bléger-Rhein, qui nous expliquera en détail s'il est vraiment nécessaire de s'affranchir un petit peu de toute de la notion de propriété intellectuelle. Et puis, une personne de l'INPI qui va me rappeler son nom. Alors, je suis Christine Huguin, je suis chargée de mission à l'INPI. Voilà, très bien. Monsieur Rhein, alors, est-ce qu'il est obligatoire ou vivement conseillé de déposer une marque, un brevet? Voilà, j'imagine qu'il y a plusieurs conditions. Vous allez un petit peu nous défricher ce terrain. Bonjour à tout le monde. Donc effectivement, Alain Rhein, conseiller en propriété industrielle. Aller à l'export sans avoir pris quelques précautions en matière de propriété industrielle, c'est prendre sa voiture, aller en ville et laisser les clés sur le contact quand on va dans le magasin. On est sûr de ne pas retrouver le véhicule en sortant. C'est exactement la même chose. Donc il faut absolument se protéger, sans quoi évidemment vous serez vite copié, votre produit sera copié, votre marque également. Et si vous avez quelque notoriété dans votre domaine, évidemment, les tiers vont chercher à profiter de cette notoriété. Donc l'acquisition de droits de propriété intellectuelle, d'une façon générale, que sont donc les droits d'auteur, mais également dessins et modèles, marques, brevets, il faut se protéger avant d'aller à l'étranger. Justement, on va peut-être rebondir un petit peu. Vous avez à côté de vous une personne de l'INPI. Comment l'INPI agit au quotidien alors pour sensibiliser aussi les entreprises? Est-ce qu'elles sont toutes sensibilisées? Est-ce que celles qui viennent vous voir vous disent écoutez, mon produit ne mérite pas d'être protégé? Voilà. À quel type de constat et de discours vous avez à faire? Alors effectivement, toutes les entreprises ne sont pas malheureusement sensibilisées. Et même, je dirais, elle pêche quelquefois un petit peu par excès de modestie, c'est-à-dire que toute entreprise, aussi petite soit-elle, peut être concernée par la problématique de la propriété industrielle. C'est un investissement qu'elle fera ou qu'elle ne fera pas, mais il faut qu'elle le décide ou pas en connaissance de cause. Donc je pense qu'il faut connaître un minimum les règles du jeu. Il y a des questions qu'il faut se poser très très vite parce qu'il y a des délais, il y a des grosses bourdes entre guillemets à pas commettre. Et c'est vrai que c'est une question qui arrive si on s'en est pas trop préoccupé. C'est vrai que les entreprises ont tendance à se la poser le jour où elles ont envie d'exporter. Donc là, ça paraît un petit peu plus dangereux. Donc on se pose cette question. Alors nous, INPI, on va être le premier niveau d'information. C'est souvent vers nous que ces entreprises qui n'ont pas trop l'habitude vont se tourner. Alors, plusieurs choses peuvent être proposées. Bien sûr, des rendez-vous pour faire le point avec le porteur de projet, notamment s'il a envie d'aller à l'export avec l'entreprise. L'INPI a également une prestation qui est complètement gratuite pour les entreprises et qui peut être orientée vers l'export, qui est le pré-diagnostic propriété industrielle. C'est-à-dire une information, une sensibilisation personnalisée au chef d'entreprise, encore une fois complètement gratuite pour l'entreprise, où on va lui expliquer les règles du jeu. Alors bien sûr, quelquefois, ça peut nécessiter des procédures qui peuvent être un petit peu complexes, alors qui paradoxalement peuvent paraître même faciles en matière de marque, mais ce qui paraît facile ne l'est pas toujours. En matière de brevet, on s'y risque rarement tout seul, et c'est là qu'on passe le relais au conseil en propriété industrielle, quand on a détecté avec le porteur d'entreprise ou le porteur de projet ou l'entreprise eh bien l'intérêt d'investir dans ces outils stratégiques qui vont l'accompagner à l'export, que sont les titres de propriété industrielle. Monsieur Rhein, justement, cette notion de propriété intellectuelle, comment vous pouvez vous la conseiller, comment vous l'expliquez à vos clients? Alors, si vous voulez,
la propriété industrielle ou la propriété intellectuelle, il faudrait l'intégrer. C'est un réflexe qu'il conviendrait d'avoir dès le départ, qu'il s'agisse dans une optique d'exportation ou pas, d'une façon générale. C'est donc quelque chose qu'il faut intégrer dans l'entreprise à l'origine. C'est ce qui se passe dans certains pays qui ont de l'avance par rapport à la France, par exemple en matière de nombre de dépôts de brevets. Si on compare les nombres de dépôts de brevets en Allemagne, ils sont bien plus élevés qu'en France. Pourquoi ? Parce que ce réflexe de propriété industrielle, il est intégré en amont. Très souvent, ce sont au niveau les étudiants au niveau universitaire qui sont sensibilisés à cette matière. Pourquoi ? Parce que si on s'intéresse à la propriété industrielle trop tardivement, on peut par exemple lancer un projet de développement d'un nouveau produit ou lancer sur le marché la commercialisation d'un nouvel objet sous une appellation que l'on aura choisie. Si au préalable on ne sait pas inquiéter des droits que des tiers détiennent en matière de propriété industrielle, vous pouvez être confronté à une contrefaçon de marque. Vous pouvez être confronté à une contrefaçon de brevet, tout simplement parce que vous n'en êtes pas inquiété à temps. Alors vous aurez dépensé beaucoup d'argent en communication, dans de nouvelles plaquettes, et finalement vous prenez l'ensemble, vous pouvez le jeter parce que vous contrevenez à un droit de marque antérieur détenu par un tiers. En matière de brevet, il s'agit exactement de la même chose. Et puis sur le plan étranger, on est confronté aux mêmes conditions. Vous allez aller à l'étranger, je disais tout à l'heure, peut-être non seulement on va vous piller trop facilement, mais peut-être aussi vous allez marcher sur les plates-bandes d'un tiers, quelqu'un qui aura déjà protégé une marque similaire ou identique à la vôtre dans le pays visé. En matière de brevet également, vous savez que la protection elle est territoriale, elle est choisie par le déposant. Donc vous pouvez très bien, par exemple, si vous cherchez à exporter aux États-Unis ou en Allemagne, il y a peut-être sur le territoire allemand quelqu'un là-bas qui a pris une protection exclusivement pour son marché national, et vous pouvez être confronté à des droits nationaux. Il vaut mieux s'en préoccuper en amont avant de le constater trop tard, une fois qu'on aura dépensé plein d'argent pour s'installer dans des magasins, dans des usines, dans un réseau de distribution, et pour finalement constater qu'on est contrefacteur, il faut tout recommencer. Je me fais un peu l'avocat du diable et à la fois je me fais quelqu'un de très naïf. Est-ce qu'une entreprise peut se dire, mon produit, il n'a pas besoin d'être protégé, je vais passer à travers les mailles du filet. Comment se comportent les entreprises concurrentes étrangères ? Est-ce qu'elles ont le réflexe d'aller voir tout de suite quand une marque concurrente, une marque française se développe sur leur territoire, d'aller voir si elle est protégée ? Est-ce qu'il faut aussi sensibiliser la PME que c'est un monde de requins ? Est-ce qu'on peut déjà le caractériser comme ça ? Deux choses l'une, soit votre produit est intéressant, il vise un marché qui est profitable, il est évident que vous allez créer des envieux. Alors après, ça dépend du pays. Si vous êtes sur le territoire allemand, c'est clair que l'entreprise concurrente allemande va se préoccuper de savoir si vous avez un droit quelconque, un droit de propriété industrielle ou intellectuelle qui protège le produit ou l'objet ou le service que vous rendez. Si c'est sur un territoire plus exotique, en Chine, ils vont tout simplement copier et faire, et puis voir ce que ça donne. Alors, si vous avez un droit, vous allez pouvoir leur opposer. Si vous n'avez pas de droit, vous ne faites rien. C'est aussi simple que ça. C'est de la même manière que votre voiture. Si je prends votre voiture, je vous la raye. Vous avez deux solutions, soit porter plainte contre moi pour obtenir réparation, soit vous faites rien. C'est vous qui choisissez. D'accord. Il existe différents types de dépôts, en tout cas, de types de... Alors, je crois que vous aviez noté qu'il y a le brevet d'invention qui... si on pouvait faire un petit point sur les différents produits qui existent, et j'imagine que tout n'est pas adaptable selon le profil de l'entreprise. Je vais donc donner la parole à madame qui va vous expliquer la différence entre une marque, un brevet et un dessin du modèle. Alors, effectivement... Le brevet, on parle beaucoup du brevet. Quelquefois, d'ailleurs, le terme est un petit peu galvaudé. Ceci dit, le brevet n'est qu'un outil parmi d'autres. Moi, j'appelle ça des outils juridiques au service de la stratégie des entreprises. Et selon les produits, les services, les procédés qu'on va mettre sur le marché,
donc y compris à l'export, il y a des possibilités de protéger et de valoriser ces produits, services, procédés avec ces différents outils. Alors, très brièvement, la marque est le titre de propriété industrielle qui va protéger les signes distinctifs de l'entreprise, ceux qu'elle appose sur les produits et sur ses produits et ses services pour les distinguer de ceux de la concurrence. Le brevet, lui, va protéger l'innovation technologique, l'innovation technique, les nouvelles solutions techniques à des problèmes techniques. Et le dessin et modèle, lui, protège le design des produits, et le design est très très important, hein. On sait que le design il fait vendre. Donc on dispose de 3 outils. Il se peut que pour un même produit, on puisse avoir la possibilité de déposer ces 3 titres de propriété industrielle. Mais là encore, c'est une question d'investissement. Faut-il déposer les 3 ? Y en a-t-il un qui va être plus incontournable que d'autres ? Qu'est-ce qu'il vaut mieux déposer? Et c'est en ça qu'il faut réfléchir avec les différents acteurs de la propriété industrielle, avec l'INPI dans un premier temps, avec les conseils en propriété industrielle. Donc clairement, il n'y a pas que le brevet. C'est pour ça qu'il faut jamais se dire oui, le brevet c'est pas pour moi, ça va être très très cher, ça va être à l'international. Alors toujours raisonner en termes d'investissement, hein, combien ça va coûter, qu'est-ce que ça va rapporter. Et je vais peut-être repasser la parole à Monsieur Rhein, mais ça va bien au-delà de l'aspect protection, c'est-à-dire on me copie, je vais agir. C'est aussi une valorisation, ça peut être aussi une source de revenus. Ces titres de propriété industrielle, c'est une propriété, c'est comme un terrain, ça s'exploite, ça se loue, ça se revend. Hein, et on parle de valorisation, et ça c'est aussi important, y compris à l'étranger. Oui, parce que je vous coupe, Monsieur Rhein, vous allez embrayer tout de suite, mais c'est vrai qu'il existe un véritable business des brevets. Alors exactement, le brevet, la première manière de l'aborder, c'est un droit de propriété. Donc, évidemment, on voit le côté contrefaçon. On va pouvoir agir en contrefaçon. Et quand on parle de contrefaçon, on pense automatiquement à tous ces pays où l'action en contrefaçon est peut-être un peu difficile à mener, comme par exemple sur le territoire chinois. Mais il ne faut pas oublier qu'un titre de propriété industrielle, on peut le voir d'un point de vue propriété pure et dure, mais également d'un point de vue exploitation. Autrement dit, si on a un titre de propriété industrielle, un droit de brevet en Chine, on peut peut-être chercher à le faire exploiter par une entreprise chinoise. Et à ce moment-là, les choses changent totalement, puisque cette entreprise chinoise qui détiendra un droit de propriété industrielle cherchera à défendre ce droit par rapport à son concurrent chinois. Et là, on est dans un contexte et dans des discussions qui changent complètement. Après, il ne faut pas oublier non plus le caractère dissuasif de certains titres. On sait très bien qu'une procédure aux États-Unis est très coûteuse, des fois même peu accessible à la petite et moyenne entreprise, mais le brevet aux États-Unis a un caractère dissuasif évident. C'est un droit de propriété industrielle qui est respecté. De la même manière, si on envisage une exploitation sur le territoire américain, eh ben, il faut imaginer l'usage de la propriété industrielle à l'américaine. C'est-à-dire, là encore, on peut peut-être concéder une licence d'exploitation à une entreprise locale qui saura se défendre contre une autre entreprise américaine avec les mêmes moyens. Alors voilà, donc je pense qu'il ne faut pas résumer la propriété industrielle, c'est cher, ça se défend pas. Non, ça s'intègre vraiment dans une stratégie d'entreprise et ceci en collaboration avec les gens qui peuvent vous entourer dans cette direction, et notamment les conseils en propriété industrielle. Alors vous parliez justement de coûts. J'imagine qu'on s'affranchit pas de la contrefaçon au niveau européen ou au niveau mondial. Il existe deux types où vous allez peut-être nous éclairer dessus. Il vaut mieux se protéger au niveau mondial ou au niveau, je dirais, franco-français ou européen. Est-ce qu'il existe des échelons pour expliquer aux entreprises comment se prémunir de la contrefaçon ? Alors, il n'existe pas de protection au niveau mondial. Hein. Il y a des procédures qui permettent, en revanche, de faciliter
les dépôts, c'est-à-dire de faire en une seule formalité, une seule langue, parce que, par exemple, le français est encore une langue officielle, une formalité valable pour plusieurs pays en même temps. Donc, il existe des dispositifs comme la marque communautaire au niveau européen, des dispositifs comme la marque internationale pour se protéger dans des pays également hors européens. Mais le choix des pays est un élément stratégique important. Il faut que cet investissement vale le coup. Les coûts sont différents d'un pays à l'autre. Donc, il faut réfléchir sur quel pays va-t-on se protéger. Est-ce qu'on va se protéger sur ces pays marchés? Est-ce qu'on va se protéger sur ces pays concurrents? On ne dépose pas comme ça pour la beauté du geste aux États-Unis, en Chine, au Japon. Il faut derrière tout ça pouvoir exploiter le titre propriété industrielle, pouvoir en récupérer quelque part un retour sur investissement. Partons du principe qu'une entreprise a sa zone d'exportation dans l'Union européenne. Est-ce qu'elle doit se protéger en Asie aussi ou pas? Alors, s'il est visé une exploitation personnelle en Asie, naturellement, c'est-à-dire autrement dit, si on veut faire fabriquer en Asie pour importer en Europe, on peut à ce moment-là décider de se protéger également en Asie. Mais si on est dans le domaine de... Par exemple, récemment, j'ai eu une réflexion avec un client où ses clients à lui, c'est le monde de l'automobile. Et puis, il s'est dit, mais à quoi ça me sert que d'aller me protéger en Corée puisque de toute façon même, on est sûr, en Corée, il y a une production automobile importante, mais le Coréen, s'il veut utiliser cette technologie sur sa voiture, il va forcément, à un moment donné, importer son véhicule en Europe, et donc je vais l'attaquer sur le territoire européen. Ça ne sert à rien d'aller me protéger en Corée. D'accord, en soi, c'est un raisonnement qui se tient. Maintenant, ça peut être un peu différent parce que lui, il dit, mais et puis ce Coréen, de la même manière, ma technologie, s'il veut vraiment l'exploiter, il viendra me voir, même si je n'ai qu'une protection européenne, puisque s'il veut l'exploiter, librement l'importer en Europe, il lui faudra une licence et il me demandera une licence pour l'Europe. Et là, je lui ai dit quand même, vous allez signer avec un Coréen et par rapport au droit coréen, ce client va peut-être avoir besoin d'un titre local pour pouvoir justifier de sa licence et du paiement des royalties à un étranger. Donc, vous voyez, la propriété industrielle, on peut pas. Il faut vraiment l'adapter à chaque situation, à chaque domaine d'activité, à chaque stratégie d'entreprise. On peut pas donner une réponse toute faite. On va se protéger uniquement en Europe si le marché est exclusivement européen. Des fois, il suffit de se protéger, comme dit, dans certains domaines, en Allemagne, en France, en Espagne, parce que c'est là que se trouvent les grands faiseurs, et ailleurs, c'est inutile. Oui, tout à fait. Mais d'une manière ou d'une autre, il faut surtout se donner les moyens de se protéger et de protéger la bonne innovation. Donc, il faut surtout avoir le réflexe propriété industrielle au départ, et on va commencer par la France, puisque l'avantage d'une protection de brevet en France, c'est qu'au bout de 9 mois, vous avez ce qu'on appelle un rapport de recherche. Ce rapport de recherche est en réalité établi par l'Office européen des brevets, qui va vous donner donc une idée de la validité de votre titre. Et pour autant, vous avez, partant du dépôt français, ce qu'on appelle le droit de priorité, un délai d'1 an pour étendre la protection à l'étranger. Donc, vous déposez en France. Au bout de 9 mois, vous avez le rapport de recherche, vous étudiez la validité de votre titre, et à ce moment-là, vous décidez de la protection que vous souhaitez prendre. Si vous ne savez toujours pas quels sont les pays dans lesquels vous voulez vous protéger, vous choisissez le dépôt d'une demande de brevet international. Je dis bien demande de brevet international. Vous ne me parlerez plus jamais de brevet international, ça n'existe pas, puisque cette demande de brevet international, au bout de 30 mois partant du délai de priorité, il faudra la transformer en des demandes nationales, c'est-à-dire en des demandes aux États-Unis, au Japon, etc. Grosso modo, avant les grosses dépenses brevets, vous avez à peu près un délai d'environ 30 mois qui vous est offert. Voilà. D'accord. Merci. On va peut-être passer, alors du conseil et que du conseil quand même, pour aborder ce thème. On va peut-être passer à un petit temps de questions-réponses, si vous voulez bien. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ?
Je pense que les intervenants se tiennent à la disposition du public s'ils veulent vous voir en aparté. Merci en tout cas à tous les deux. Merci à vous. Merci. Au revoir. Merci à vous.